mesdames et messieurs, entendu ainsi vos trois invités sur un premier thème, l'entreprise de demain. Je vous donne la parole. Avez-vous des questions à leur poser? Avez-vous des interpellations vis-à-vis de l'un ou l'autre, de façon à ce que nous puissions clore, parce que le temps passe, que nous puissions clore ce premier grand chapitre sur l'industrie, l'entreprise de demain? Brigitte Dessieux. Ma question, c'est concernant la notion de valeur ajoutée et de spécialisation que moi j'appellerais à outrance. C'est-à-dire qu'on est en train de créer des entreprises où il n'y a que des informaticiens, que des femmes de ménage, et ça en externalisant de plus en plus. À côté de ça, on parle d'entreprise humaniste, qui est une aventure d'homme. Et il me semble que quand dans une entreprise, on n'a que des clones qui ont tous le même profil, on ne pourra plus avoir cette aventure humaniste. Absolument, voilà. Je n'ai pas dit que c'était formidablement pour autant, et les problèmes humains sont bel et bien là. Et au niveau que vous dites, c'est-à-dire d'une certaine richesse, une certaine diversité, ce que j'ai dit, c'est des entreprises spécialisées dans un domaine. Je n'ai pas dit qu'il y avait une seule type de personne à l'intérieur, des clones. Il y a quand même une nuance. D'abord, le deuxième problème, c'est que je vais en renchérir sur un autre problème par rapport à ce que vous disiez humain qui est important. C'est le problème que tout le monde n'a pas les mêmes capacités, malheureusement. Il y a deux grandes injustices sur la Terre. On est beau, on est laid, on est malin, on n'est pas malin. Et il y a en plus des gens, c'est terrifiant, je ne sais pas quel est le pire. Les deux, quand on est les deux, c'est encore pire. Le problème est qu'il y a beaucoup de gens. Comment trouver à tout le monde une valeur ajoutée ? C'est pour ça que les entreprises dont je parlais un peu plus spécialisées, à mon avis, qui devraient se développer et se compléter, n'auront elles-mêmes en structure un peu tous les niveaux dedans. Et puis il ne faut pas oublier qu'elles seront en étroite collaboration et relation avec les autres. Sinon, ça n'existera pas. Autrement dit, vous n'aurez pas une entreprise uniquement spécialisée dans le roulement à billes s'il n'y a pas des vraies relations avec tout un tas de gens autour, vous voyez ? Donc, les problèmes humains, il y en a un, mais pour moi, il n'est pas tellement dans ce que vous dites, parce que je pense qu'on s'adaptera à l'histoire et on aura besoin de toutes les compétences. Il est plutôt de se poser la question comment on va former des gens qui auront une valeur ajoutée et comment on va trouver une valeur ajoutée à tout le monde sans laisser au bord de la route beaucoup de monde. Ça, c'est un des grands problèmes actuels de l'éducation, où il y a plein de gens qui n'ont pas d'envie, pas de savoir, pas de connaissances, pas de désir et donc pas d'avenir. Or, il va falloir leur en trouver un. André Yves, oh là là, oui, vous dodelinez. Là, vous dodelinez. Oui, je suis d'accord sur le fait, Laurent a raison, grâce au numérique, il est beaucoup plus facile de collaborer. Donc, chacun et chaque entreprise peut se concentrer sur son domaine d'excellence. En collaborant, alors là, il y a deux possibilités. Soit de façon éphémère avec n'importe qui en essayant d'obtenir les prix les plus bas et éventuellement laisser mourir ses sous-traitants, soit de façon durable pour construire des réseaux solides de collaboration, de partenariat où chacun fait son métier avec un dessein global partagé par l'ensemble des partenaires. Mais dans l'entreprise et dans la société, on ne peut pas faire de la valeur ajoutée, on ne peut pas innover, on ne peut pas être compétitif si on mobilise l'intelligence seulement de quelques spécialistes. Nous sommes allés beaucoup sur le terrain, mon ami Sayex et moi, mes amis de Futurible, nous avons constaté qu'il y a des entreprises qui sont en France et en Europe, mais en France en particulier, capables de fabriquer même des pinces à linge en Auvergne et les vendre aux Japonais de façon compétitive. On peut être compétitif dans n'importe quel domaine. La recette à appliquer, c'est d'une part avoir une vision du long terme et d'autre part, respecter les êtres humains, respecter l'ensemble des collaborateurs jusqu'au plus humble. Et beaucoup d'innovations viennent de l'écoute de l'ouvrier devant sa machine, de la standardiste avec ça etc. veut donc dire, là, c'est une prime à l'entreprise familiale? C'est notamment... Une sorte de famille. Une sorte de famille, mais... Une sorte de famille. N'oublions pas que l'un des deux leaders de l'électronique sud-coréenne, LG, son capital est à 78% familial. Ouais. Ce qui lui a permis, et là c'est
est-ce que le capital est patient ou pas? S'il est patient, en pleine crise en 2008, on investit en recherche. Parce qu'on sait que lorsque le marché redémarrera, on prendra tout le marché face aux entreprises, notamment européennes, sauf les Suisses et quelques-unes, qui ont baissé leur effort de recherche et d'innovation, qui est presque rien par rapport au chiffre d'affaires, parce qu'on s'en fout de l'avenir, on gère le présent. Eh bien, nous le payerons très cher. André, juste un mot pour dire, pour répondre une nouvelle fois, madame, m'excuse, mais tout ça, c'est porteur d'espoir pour nous. On sait qu'on ne va pas refaire une grande métallurgie française, puisque c'est dans le domaine d'André-Yves, mais en revanche, un spécialiste avec 40 personnes dans un coin qui fait tel produit à partir de telle terre rare ou tel truc, il y a du grain à moudre. Il y a du grain à moudre dans des entreprises spécialisées dans leur traitement, dans leur cyclage, etc. C'est justement une relocalisation d'industrie en France, mais à partir, comme le disait, on est bien d'accord là-dessus, de spécificités où on apporte une vraie valeur, où on est globalement les meilleurs du monde. Sans ça, ça ne sert à rien. Alors, ça se passionne. Merci beaucoup. Attendez, parce qu'il y a des questions. Donc, je vais vous demander des réponses courtes, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse participer. Et nous avons 2 volets encore à aborder. Je vous en prie, monsieur. Je suis expert en estimation immobilière et comme l'immobilier produit, paraît-il, le tiers du réchauffement climatique, ma question va porter sur l'industrie de l'énergie. En fait, quand j'observe qu'il y a des futurs possibles en compétition, et j'en vois plusieurs niveaux, et ma question c'est de savoir comment vous voyez l'évolution de cette compétition. Il y a d'abord ceux qui pensent que l'augmentation de la température, elle est inéluctable, et d'autres qui pensent qu'elle ne va pas se faire. Et puis il y en a qui pensent que la recherche va aller au moins aussi vite que l'augmentation du climat et ainsi résoudre nos problèmes. Et puis troisième volet, il y en a sans doute d'autres, c'est qu'à l'intérieur du camp des chercheurs, des industrialistes, je dirais, il y a ceux qui pensent que le nucléaire va nous résoudre le problème, mais pas d'autres qui pensent que ça sera plutôt des énergies renouvelables. Et lorsque l'Allemagne choisit le deuxième par rapport à la France qui prend la première, comment voyez-vous la compétition de ces différents futurs possibles? Et attendez qu'il y ait un foisonnement de recherche dans tous ces domaines. Je vais répondre seulement à une partie de la question, puis je laisserai André-Yves et Laurent répondre au reste. Sur le problème du climat, je pense qu'il n'y a plus de doute maintenant sur le phénomène majeur qui est en train de se produire devant nous. Et là, je ne parle pas en militant, je parle en scientifique. Il suffit de regarder les courbes. La planète a déjà connu d'ailleurs des périodes de ce type. Ça ne sera pas nouveau. Ce qui va être nouveau, c'est la vitesse à laquelle ça va se produire. Et ça, de ce fait, on est en grande difficulté pour en prévoir les conséquences plus fines. Globalement, on sait ce qui va se passer. Il y a déjà des études très bien faites par des gens très sérieux sur les évolutions des zones arides, etc., avec des modèles très sophistiqués en partant de quelques degrés. Mais ça va arriver à coup sûr. Et donc, je disais tout à l'heure, l'un des problèmes majeurs qu'on va avoir à traiter, c'est la raréfaction du point de vue de l'industrie. Mais du point de vue de nous tous, ce problème de l'élévation des températures devient un problème majeur et sur lequel, d'ores et déjà, si on changeait nos comportements immédiatement, on mettrait un certain temps pour revenir en arrière. Donc, comme il n'est pas question de changer, comme il n'est pas à l'ordre du jour planétaire, voir ce qui vient de se passer, de changer nos comportements, j'ai peur qu'on s'en pourra encore un certain temps dans une dérivée première positive et une dérivée seconde positive également. Et les conséquences de cela vont être... Ça, c'est incontestable. Maintenant, sur les autres aspects nucléaires, je vais laisser pour qu'on partage la parole. Je vais compléter d'un mot. Je suis très pessimiste à l'horizon 2050 là-dessus. À l'aune de ce que disait André il y a quelques secondes, la vision à court terme et la vision à long terme. Tout le monde rêve d'une vision à long terme, tout le monde n'a que des visions à court terme, on nous met des élections tout le temps, et il n'y a pas que chez nous, c'est mondial. Bon. Donc moi, je pense qu'on va pendant 40 ans maintenant mettre des cataplasmes sur des jambes de bois par rapport au problème, et on reportera le problème à plus tard. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas mourir. On va s'adapter, comme d'habitude, et il y aura des morts, et il y aura des îles submergées, et il y aura des problèmes. Et il y aura un débat en 2050 en disant « bon, on va peut-être falloir se bouger le cul » et on commencera. Et puis entre-temps, malgré tout, on aura bougé quand même des choses au marge. Sauf, Laurent, que la vitesse à laquelle l'évolution et la capacité d'adaptation fait partie du vivant qui nous entoure, d'accord, et dont nous sommes.
mais la vitesse à laquelle ça évolue sera telle que ces capacités d'adaptation seront dépassées rapidement. Et donc, il y aura des ruptures dans ces adaptations. Et ça, c'est un D'ici 2050 ? Ah oui. Oui, bon. Ah oui, oui. Alors, deuxième point, après je laisse la parole à André-Yves. Sur l'histoire de l'énergie, j'en sais rien. Ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une chose qui pourrait se produire d'ici 50 ans, mais ça, André est plus spécialiste que moi, c'est que l'énergie, les sources d'énergie se rapprochent des utilisateurs. Exactement comme je parlais du service tout à l'heure. Et c'est pas forcément... alors ça peut être les éoliennes, etc., leur cyclage, tout à fait, le solaire, etc. Mais ça peut même être... Je vais être provocateur, très provocateur. Je vais dire ça pourrait même être le nucléaire. Pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas des petites centrales nucléaires comme il y a dans les... Non mais, excusez-moi, c'est de la provocation. Mais je ne suis pas sûr totalement de la mort du nucléaire à 40 ans. Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que les pays qui se désengagent complètement ont raison. Ils ont peut-être raison. En tout cas, ils ont raison de développer les énergies durables. Mais je ne suis pas renouvelables. Mais je ne suis pas convaincu. Mais ça, c'est un débat politique. Et je dois dire que là, je suis moi dans l'inconnu. André-Yves, il y a en quelques secondes. quelque chose clair et beaucoup d'incertitudes. Les quelque chose clair, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Et il n'y a pas une solution unique. J'ai vécu le tout électrique où EDF, pour développer son programme, nous faisait avaler que tout devenait le chauffage électrique, c'était la seule solution. C'était idiot et totalitaire comme vision. Il faudra jouer sur tous les tableaux et on sera obligé de changer nos modes de comportement. Il y aura, comme vous l'avez dit, des dégâts, il y aura des catastrophes. Ces catastrophes provoqueront de grandes vagues d'indignation. Ça a commencé, ça va continuer et ça va obliger les dirigeants à prendre des décisions. Pas nécessairement bonnes, mais ils prendront des décisions pour calmer l'opinion. Et là se repose la question que je posais tout à l'heure, y aura-t-il un état de droit solide appuyé sur des citoyens conscients? L'accident de Fukushima n'est pas un accident nucléaire. C'est un accident de corruption et de collusion entre une société privée faisant du nucléaire et une administration qui n'a pas voulu, car elle aurait pu, contrôler, tenir compte, par exemple en 2001, de l'avis de l'agence de Vienne disant cette centrale ne prévoit pas des situations extrêmes qui ne sont pas du tout invraisemblables dans un pays comme le Japon. Donc là encore, on a fait l'arbitrage du court terme et il y a eu d'autres catastrophes au Japon dues à la corruption. Cette corruption et cette collusion, désormais, il faut savoir que ce n'est pas un problème de morale, mais de vie humaine, de sécurité. Nous n'avons pas de leçons à donner avec notre affaire du sang contaminé, avec l'affaire du Mediator et d'autres affaires qui vont sortir, mais cela veut dire que l'un des points cruciaux et qui dépend de nous, car c'est ça le message de la prospective, c'est l'avenir dépend de ce que nous décidons ou ne décidons pas ici et maintenant. Si nous exerçons nos droits et nos responsabilités de citoyens et que nous exigeons que les politiques soient dignes de leurs fonctions et de la confiance que nous ne leur accordons pas actuellement, eh bien, beaucoup de choses sont possibles, et même le nucléaire devient une énergie sûre. Personnellement, excuse-moi, juste un mot pour vous dire, comme le plus grand scandale de mes 35 ans, ou 36 maintenant, de carrière de journaliste, et je suis sûr qu'André-Yves a peut-être la même idée que moi, c'est qu'il y a un bonhomme quand j'avais 20 ans, j'ai 25 ans, j'étais à Sciences et Avenir, tous les journalistes, quand ils parlaient, gloussaient de rire, ils gloussaient quand on parlait nucléaire, gloussaient de rire, c'est Pellerin. Je veux dire, ce monsieur au SCPRI affirmait que le risque était zéro. Il n'y a aucun risque zéro, comme la navette spatiale, ils ont dit zéro. Ben, bien entendu, ils en ont pété 2. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de risque dans l'industrie? Eh bien, ce type-là venait et rigolait quand on parlait de risque. C'est lui qui a arrêté le nuage, comme vous savez. Il était relaxé ou je ne sais quoi. Ça a fait rire une génération de journalistes. Je ne sais pas si tu te souviens, André, des conférences de presse où tous les journalistes rigolaient en se disant mais quel mal il fait à mentir. Je l'ai subi de l'intérieur avant. Ah oui, quel mal il fait
à l'énergie, à la France, à l'énergie nucléaire, alors qu'il y avait tant de bonnes choses dans l'énergie nucléaire qui ont été développées? Pardon. Alors, ce sont les passions qui prennent Parce du qu'il faut temps. rassurer les André, gens. on va les rassurer, ne vous inquiétez pas, on va y aller. Et il ne faut pas les rassurer, il faut leur dire la vérité. Je résume, André-Yves, ce qui a Oui. été dit jusqu'à présent et nous allons changer de tableau. Sur l'industrie, vous nous dites donc, attention, on passe de la matière première en ressources pures au recyclage. 1. On passerait également de la propriété au service. 2. 3. Vous ajoutez, attention, tout cela avec quelle valeur? Point d'interrogation. Et on en a évoqué certaines, on va en prendre une seule. Est-ce que c'est une valeur humaniste? C'est-à-dire tout ceci se fait avec les autres et non pas contre les autres.